Et ce soir, c'est l'autoconsommation collective de quoi qu'on cause. Et donc, la parole est à Cyrène avec Vincent et Michel. Eh ben, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir pour vous parler de ce projet qui nous tient à cœur et qui nous occupe beaucoup depuis pas mal de temps. Je vais, pour illustrer un peu mon propos, partager un support de présentation. Donc moi, je parle au nom de Cyrène, coopérative basée à Rennes, qui est qui a été propulsée par l'association Énergie du Pays de Rennes. Et les deux structures se sont lancées dans l'aventure de l'autoconso collective avec le programme Éclair. J'enchaîne sur la planche suivante, ou juste petit rappel pour donner un peu de contexte. Cyrène, c'est une société sous forme de SAS qui a été créée en 2019 à partir d'un collectif d'habitants de Rennes et des alentours voulant devenir acteurs à développer de la production d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est, je pense que c'est quelque chose que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez bien sur votre territoire. On s'est beaucoup inspiré d'autres collectifs citoyens qui s'étaient déjà lancés avant nous. Au démarrage, on était 30 associés fondateurs et actuellement, on a dépassé la centaine hein, et on est 115 environ ce soir avec un capital collecté de 120 000 euros. Une société type coopérative avec donc la règle une personne égale une voix dans les décisions en assemblée et qui a un agrément ESUS de entreprise solidaire d'utilité sociale qui montre le caractère solidaire d'une part et puis désintéressé tel que c'est écrit dans les statuts de l'entreprise. On a créé 4 collèges dans les statuts pour pouvoir répartir un collège de citoyens personnes physiques, y compris club d'investisseurs solidaires, un collège des salariés avec un salarié, c'est Michel qui va pouvoir prendre le relais de tout à l'heure. Un collège des associations de transition énergétique où on va retrouver l'asso Énergie du Pays de Rennes qui était à l'initiative de la création de cette société citoyenne et un collège des personnes morales. On va retrouver à la fois des entreprises mais aussi les collectivités comme la commune de Layé et la société d'économie mixte Énergive, par exemple. Et donc, ces 4 collèges sont là pour soutenir le déploiement de projets à Saint-Jacques, à Layé, juste à côté de Rennes jusqu'à présent, et à Rennes, avec une première centrale mise en service vendredi dernier, pendant qu'on était à Lorient. Donc 2 premières réalisations de 2021. Cyrène a installé 2 centrales en vente totale à Layé et à Saint-Jacques, environ 36 kW de puissance. Voilà, on a 1 an de production avec une année 2022 très ensoleillée, trop ensoleillée, mais d'un autre côté qui a permis de produire un peu plus que la moyenne. Je vais laisser la parole à Michel maintenant pour vous parler, rentrer dans le vif du sujet avec le programme Éclair. Voilà, donc le programme Éclair, bonjour à tout le monde d'abord. Alors, donc le programme Éclair, il est né un peu de plusieurs germes, je vais dire. Le principal, pour faire simple, a aussi été un appel à projet de la région Bretagne, sur lequel nous avons décidé de créer une équipe, en fait, avec entre donc la Cyrène, la société coopérative, et un bureau d'études, Cohérence Énergie, donc qui est un bureau d'études qui est basé dans le siège social est à Péranchy, près de Lille, et qui a une antenne à Rennes et qui avait déjà travaillé, qui a déjà des exemples, qui avait déjà travaillé, donc développé des boucles d'autoconsommation collective.
Et donc, on a décidé de s'associer pour répondre à cet appel à projet, en sachant que voilà, c'est Cohérence Énergie qui portait le projet au sein de l'appel à projet de la région Bretagne. Parce que c'est vrai que nous, on était encore petits, hein, la Sirène, petite coopérative, donc on a décidé de se lancer, et on s'est lancé directement, en fait, en répondant à l'appel à projet, donc sur 2 boucles d'autoconso. Dans les boucles d'autoconso, on est sur approximativement, on le verra un peu après, mais donc des 2 cercles qui font un rayon de 1 km et qui couvrent une bonne partie du sud de Rennes, donc du sud de la gare de Rennes. On est parti sur 2 boucles directement et on a été lauréat de cet appel à projet de la région. Et donc, une fois qu'on avait gagné, il fallait y aller. Donc, effectivement, il y a eu tout un travail initial qui a été mené donc, par le bureau d'études pour tout ce qui était repérage des toitures, hein, dans les superficies, dans les périmètres sur lesquels on pouvait développer les boucles. Donc, il y a tout ce travail d'identification des toitures, première étape. Ensuite, l'identification, il y a une première phase de vérification qui est toutes les toitures qui sont compatibles et malheureusement, surtout toutes celles qui ne sont pas compatibles. Puisqu'on sait bien que dans les toitures plates, aujourd'hui, on a un nombre très, très important de toitures, finalement, qui ne sont pas du tout compatibles pour mettre des centrales solaires, sans réflexion complète du système, entre autres, d'isolation et du complexe isolant de la toiture. Donc, s'il n'y a pas une réflexion de toiture, ces toitures-là ne sont pas exploitables. Donc ça a quand même été un gros boulot d'identification et de pouvoir voir un peu sur quel type de toiture on pouvait travailler, tout en sachant après aussi que voilà, il fallait identifier aussi les propriétaires de ces bâtiments-là. Et donc, pour travailler avec eux et voir les possibilités d'une mise à disposition de ces toitures-là pour pouvoir y implanter des centrales solaires rentrant dans les boucles d'autoconso. Donc, on a 2 boucles, une qui s'appelle Briquigny, qui est à l'ouest du sud de Rennes, et une autre qui s'appelle les Landrelles, c'est 2 quartiers de Rennes, en fait, hein, voilà, où les avez là qui sont représentés. Ces 2 quartiers de Rennes. Distincts, les 2 boucles se croisent d'ailleurs, donc il y a quelques personnes qui habitent vraiment au centre et qu'on peut attribuer à une boucle ou l'autre. Donc dans ces boucles-là en vert, vous avez des toitures qui avaient été identifiées. En vert, là, on les voit là sur les zones. Alors elles n'ont pas toutes été couvertes parce que toutes n'ont pas été possibles non plus, parce que soit on n'a pas trouvé d'accord avec les propriétaires, ou d'autres raisons. Donc, en gros, aujourd'hui, la centrale dont Vincent parlait, qui est en production donc, depuis vendredi dernier, c'est l'école Jacques Prévert. Donc, c'est une école, hein, c'est sur l'école appartenant à la ville de Rennes. Celle-là, donc, c'est la première centrale qui est en production. Et on a toutes les centrales qui sont ici sur des bâtiments. Donc, c'est des bâtiments d'un bailleur social, un gros bailleur social sur Rennes qui s'appelle Néotoa. Donc, qui sont des collectifs sociaux, 3 ou 4 étages, peut-être c'est DR plus 4, je crois. C'est l'image qu'on a vue avant, en fait. C'est une simulation des centrales sur les toitures, hein, sur la slide que vous aviez avant. Ces centrales-là, donc, elles sont au nombre de 6. Il y a 6 points de raccordement. Donc, on a 6 contrats de raccordement Enedis. Ces 6 centrales-là, aujourd'hui, sont mises en place, mais on n'a pas encore la totalité. Donc, il manque 3 consuels, je crois 2 ou 3 consuels pour pouvoir faire toutes les demandes de mise en service. Donc, voilà, on ne va pas tarder, en tout cas, à demander la mise en service pour vraiment une production des centrales d'ici le délai d'Enedis. Je ne vais pas donner de chiffres. Puisque c'est souvent comme ça que ça se passe, en sachant que une fois que la centrale commence à produire, comme la centrale que vous avez là de Jacques Prévert, donc on est en train de remplir le document qu'on va adresser à Enedis aujourd'hui en demandant le démarrage de la boucle. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble, pour vous montrer un peu plus les phases et surtout pour voilà, que ça soit pratico-pratique. La loi accorde à Enedis 2 mois avant de faire démarrer effectivement la boucle, c'est-à-dire avant qu'on puisse réellement distribuer les kilowattheures à nos différents clients. Donc on sait que là maintenant, c'est mis en service depuis vendredi, la loi autorise 2 mois maximum à Enedis pour faire démarrer la boucle. Parallèlement à ces centrales-là, donc qui sont aujourd'hui mises, tant que j'ai la carte, ouais, voilà, je voulais montrer. Donc, on est en train de consulter. On est en train de consulter pour une deuxième phase de centrale. Donc, on va remettre des centrales. Alors, il y en a ici en dessous sur une école, parce que les bâtiments, en fait, Néotoa, les bâtiments du bailleur social, c'est au-dessus. Là, en dessous, on a un groupe scolaire. Donc, là, en fait,
ça va être, c'est une centrale, on vient de consulter, et ici en dessous, on a encore, tout en bas de la deuxième boucle, on a encore tous des bâtiments, des collectifs sociaux sur lesquels également, donc on vient de consulter des entreprises pour pouvoir mettre des centrales. On a un impératif, nous, qui est un impératif de délai, c'est-à-dire qu'il faut que les centrales soient montées avant cet été, et ça c'est juste pour des questions de subvention, parce que dans le cadre de l'appel à projet, évidemment, on est un projet subventionné, on a du fonds européen, du fonds FEDER. Il faut qu'on fasse les dernières remontées de dépenses, donc c'est-à-dire de factures, hein, les factures acquittées, avant cet été. Donc voilà, on a cet impératif qui n'est pas facile à gérer. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, les installateurs ont des cahiers de commandes qui sont bien remplis, et certains d'ailleurs ne répondent pas pour des délais aussi courts parce qu'ils ne peuvent pas. Par exemple, on en a un qui nous a répondu, moi je ne peux pas avant septembre, donc celui-là, on ne peut déjà pas le retenir aujourd'hui. Donc voilà, on est dans la deuxième phase. On peut passer à la slide suivante. Voilà, alors je ne sais pas si je vais peut-être pas reprendre vraiment la définition, on a mis il y a la slide là, mais sur ce qu'est l'autoconsommation. Hein. Donc l'autoconsommation, au jour d'aujourd'hui, le seul producteur repris, donc ça sera la Sirène, qui sera donc la coopérative citoyenne, qui sera propriétaire des centrales. Donc ça, c'est le seul producteur et effectivement, on va s'adresser à toute une série de consommateurs. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 90 clients recensés avec qui on a déjà signé des contrats. 90 clients, la grosse majorité, c'est des clients particuliers qui, eux, donc, ont des contrats qui vont tourner entre 500 et 1500, voire 2000 kWh. Hein, ça va dépendre un peu de leur consommation interne. En sachant que, oui, c'est une spécificité de notre projet, nous, on fonctionne au forfait. Donc, en fait, les personnes chez nous, ils vont acheter un forfait de kilowattheure, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un forfait de 500, de 1000 kWh. Un peu comme une carte prépayée de téléphone à l'époque où il y avait des téléphones publics. Donc, on achetait des minutes de communication. Ici, c'est une carte prépayée qu'ils vont payer en avance, ils vont l'acheter et nous, tous les mois, quand on leur attribuera les kilowattheures et qu'on devra faire le retour à une EDIS de combien de kilowattheures on attribue à quel client, on va décompter chacun des forfaits qui seront engagés pour amener le compteur à zéro. Alors, on essaie de le caler sur une année, mais tout en sachant que si le forfait n'arrive pas à zéro au bout d'un an, les kilowattheures ne sont pas perdus, on ira sur 13 mois, 14 mois, 15 mois. L'avantage du forfait, c'est d'abord aussi que c'est prépayé, donc on a les finances au début de l'achat du forfait, et surtout, on n'aura pas de facture mensuelle à faire à chacun de nos clients. Alors ça, c'est surtout pour les particuliers, parce qu'on va voir que pour la collectivité, c'est un petit peu différent, et pour les professionnels, on peut proposer des systèmes différents. Mais pour les particuliers, en tout cas, on n'aura pas une facture à adresser chaque mois, puisqu'en fait, ils auront une facture quand ils achèteront le forfait, et puis chaque mois seulement, ils auront une information de combien de kilowattheures on leur a attribué, et ça va être... Il y a un système qui leur permettra de visualiser ça sur un site dédié et qui leur permettra de voir où en est leur jauge de kilowattheures. Mais donc, ça simplifie la gestion de la PMO, de la personne morale organisatrice, donc qui est la personne qui va gérer toute la relation, alors entre guillemets, la relation clientèle, les entrées des nouveaux clients, les sorties des nouveaux clients, donc sur la durée de vie des boucles. Hein. Notre modèle économique, aujourd'hui, il tourne sur des boucles pour 25 ans. Donc ça, c'est le modèle qu'on a choisi aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'en 25 ans, on a des nouveaux clients qui vont arriver, d'autres clients qui vont sortir. Et donc ça va être géré par la PMO. L'attribution des kilowattheures avec la fameuse clé de répartition va être également donc assurée par la PMO, donc la personne morale organisatrice. Et nous avons choisi, nous comme PMO, notre association. Donc Énergie du Pays de Rennes va être la PMO pour les deux boucles. C'est-à-dire qu'au sein d'Énergie du Pays de Rennes, on aura 2 assemblées de périmètre. On en aura 2 parce qu'on a 2 boucles, hein, donc, dans lesquelles il y aura les représentants des clients de chacune des boucles et qui vont pouvoir éventuellement proposer des modifications de la clé de répartition. Et ces propositions remonteront donc au CA de l'association qui, elle, sera souveraine de décider est-ce qu'on modifie les clés de répartition ou est-ce qu'on les laisse telles quelles ou est-ce qu'on l'adapte. Donc, c'est suivant un principe tout à fait donc, démocratique de fonctionnement de l'association
qu'on a dû adapter un petit peu, notre association, effectivement, entre autres par un règlement intérieur. On travaille aussi éventuellement sur une modification des statuts qu'il faudra faire. Donc, on adapte l'association aussi au fait que l'association ne va plus être une association comme on était avant, mais qu'elle va assurer aussi ce rôle de PMO. Donc, sur la carte, enfin, sur le schéma que vous avez ici devant, donc, ça illustre ce que je venais de dire avant. Donc, la sirène, pour l'instant, le seul producteur, mais on n'exclut peut-être pas dans l'avenir qu'il y ait d'autres producteurs qui nous rejoignent pour alimenter la boucle. Donc, la personne morale organisatrice en haut à droite, donc c'est bien l'énergie du Pays de Rennes, l'association. Donc, on a les consommateurs, donc les habitants, collectivités, bailleurs sociaux, professionnels. Donc là, aujourd'hui, sur les 90, la grosse majorité, donc c'est des habitants. Ensuite, on a la ville de Rennes qui va nous acheter donc, pour l'ensemble des 2 boucles pour 8 points de consommation. Il y a 5 écoles, 2 maisons de quartier et un gros centre culturel sur Rennes. On a le SDE 35 pour l'alimentation d'une borne de recharge de véhicules électriques en face de l'hôtel de Rennes Métropole. Et on a des artisans. On a un boulanger qui a une boulangerie dans chacune des 2 boucles. On a une fleuriste. Il y a éventuellement, mais je n'ai pas encore la confirmation, un garagiste aussi. Et on a des associations, puisque l'ALEC et Breizalec voilà, devraient être consommateurs aussi d'une des 2 boucles, la boucle de Bréquigny. Donc voilà, qui sont repris. Ça, c'est le principal de nos clients aujourd'hui qui représente. Sur la boucle de Bréquigny, on a arrêté de prendre des clients d'ailleurs parce qu'on a trop de demandes par rapport aux productibles que l'on peut fournir. Donc de ce côté-là, on a arrêté. On pourra réouvrir la liste des clients, soit quand il y en a qui s'en iront, soit quand on aura l'occasion de pouvoir monter de nouvelles centrales pour alimenter. Michel ? Oui. Je te propose une petite pause pour une première question. Pour revenir au début du visuel, donc on a des nouveaux participants qui sont arrivés en cours de route. La première question, c'était Paul Lecointre qui demandait comment est-ce que la taille des boucles et leur localisation ont été définies. Alors, la taille, c'est simple, c'est la réglementation. Donc, la loi impose, dans le cadre des boucles d'autoconsommation collective, que la distance maximum entre les 2 consommateurs ou producteurs les plus éloignés soit de 2 km. Ça, c'est la loi qui l'impose, ce qui fait que ça représente plus ou moins un cercle. Mais ce n'est pas toujours un cercle, ça peut être une patatoïde aussi, en fonction de comment sont répartis les clients, s'ils sont tous plus au nord, plus au sud. Mais donc, c'est pour ça que la loi, elle dit le maximum, c'est 2 km. Petite info, dans les nouveaux textes qui sont discutés actuellement dans la nouvelle loi d'accélération du développement des ENR, là, qui fait la navette entre le Parlement et le Sénat, aujourd'hui, et Texol le signalait dans un webinaire qu'ils ont fait la semaine dernière, donc ce périmètre, cette distance passerait à 5 km, ce qui est du coup beaucoup plus intéressant, parce que du coup, nous, on n'aurait pas dû faire 2 boucles. En une boucle, on couvrait tout Rennes. Tout Rennes pouvait rentrer effectivement dans une seule boucle de 5 km. Enfin, 5 km, c'est la distance la plus éloignée entre les 2 consommateurs les plus éloignés, consommateurs ou producteurs. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, la loi, c'est toujours 2 km. Ça, c'est comment on détermine le périmètre. Pourquoi on a déterminé 2 boucles ? Alors, Vincent me corrigera peut-être, mais moi, l'explication que j'en ai, c'est parce qu'en fait, on a dans l'association et la Sirène, donc la coopérative citoyenne, des personnes qui habitent au nord, enfin à l'est, et des personnes qui habitent à l'ouest. Et chacun voulait un peu de son côté, donc on s'est dit, comme ça, on va couvrir tout le territoire et ça permettra de… Puisque l'association, elle est vraiment née dans le sud de Rennes, l'association Énergie du Pays de Rennes, donc qui est l'association préfiguration de la Sirène. Elle est vraiment née dans le sud de Rennes par la mise en place, par une intervention dans le budget participatif de la ville de Rennes. Donc voilà, ça c'est un historique en fait qui fait qu'il y a 2… Et puis ce sont des habitants effectivement, quelques-uns dans le quartier Bréquigny, d'autres dans le quartier Francisco Ferrer, et se sont retrouvés au sein de l'association Énergie du Pays de Rennes pour mutualiser leurs efforts à chercher à développer de l'autoconso collective. Et au vu des écarts géographiques, on avait précalculé qu'il nous faudrait 2 boucles d'autoconso collective. Merci à vous. Donc,
je ne sais pas s'il y a si tout le monde, en fait, parce que j'ai aucune idée du niveau de connaissance que vous avez au niveau des boucles, comment ça fonctionne, tout simplement, parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent, enfin, qui ne voient pas du tout comment ça fonctionne, comment on attribue les kilowattheures, comment fonctionne la clé de répartition. S'il y avait des questions de cet ordre-là, où il faut rentrer plus précise, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à la poser, évidemment, dans le chat, parce que je ne sais pas trop le niveau de connaissance à ce niveau-là. En attendant qu'il y en ait éventuellement quelques-unes auxquelles on pourra répondre après, je vais continuer. Donc, on a notre pool de clients aujourd'hui qui ont signé avec des contrats. Donc, nous, on fonctionne au forfait. Dans le cadre des boucles ici, évidemment, on a des documents qui sont des documents donc, contractuels. On a des conditions générales de vente, des conditions particulières de vente et différents documents que l'on remet, qu'on fait signer aux différentes personnes qui veulent devenir clients de la boucle. Donc, on a dû faire valider tout ça. Il y a eu une étude juridique qui a été menée par un cabinet LLC, donc qui est un cabinet assez spécialisé dans l'autoconsommation collective, un cabinet national qui travaille au niveau national, qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent. Il est intervenu dans des webinaires chez Énergie Partagée aussi. Et donc, on a fait faire cette étude pour faire valider, évidemment, tous ces documents-là et pour être sûr que tous les documents, les conditions générales de vente et qu'on était suffisamment, en tout cas, cadrés, et ainsi que le choix, par exemple, de notre PMO, qu'on ait fait le choix de loger la PMO au sein de l'association. Tout ça, c'est des choses qu'on a fait valider d'un point de vue juridique, évidemment, parce que d'abord, on part pour une certaine durée, on part pour 25 ans, et puis on part dans un domaine de vente d'électricité et donc, effectivement, avec un enjeu économique derrière, et puis un enjeu économique pour nous aussi, un propriétaire des centrales, des centrales et montage des centrales. Donc, en fait, les clients, je vais vous montrer maintenant, je vais reprendre la main sur le fichier partagé en attendant de continuer. On reviendra dessus, Vincent, après, si tu peux lâcher la main par rapport au... Voilà, je vais juste, paf, pour vous montrer... où est-ce qu'il est ? Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu que vous ayez juste une vision. Ceci, c'est la vision. Alors ça, on ne va pas la lire. C'est les conditions générales de vente que les clients reçoivent, effectivement. Donc on a fait valider, ça fait 11 pages. Alors, vous voyez, il n'est pas en caractère 0,10 comme quand vous faites une assurance. Donc c'est le document en général qu'on ne lit pas, comme tout le monde dans les assurances. Mais il y a des conditions générales de vente qui reprennent, effectivement, toutes les différentes façons de fonctionner. On explique aussi ce que c'est le point de livraison, qui est le producteur, la puissance souscrite. Donc, vous avez vraiment toutes les définitions qui sont reprises dedans, les objets du contrat et le mode de fonctionnement derrière. Ce qui est plus intéressant, ce sont les conditions particulières de vente. Donc, il y a ce document-là que nous faisons signer effectivement à l'ensemble des personnes qui veulent participer à la boucle, qu'ils soient privés, enfin particuliers ou associatifs ou collectivités. Alors évidemment, collectivité, il y a toujours des différences, mais ça vous le savez très bien, c'est que c'est une décision qui doit être prise de façon collégiale, donc il y a une délibération qui est prise effectivement au niveau du conseil pour pouvoir valider en fait la décision et qui donne le mandat effectivement de pouvoir signer les documents avec la sirène de la part de la collectivité. Pour le point de vue du paiement, on est un peu différent pour la collectivité, parce que, entre autres, la ville de Rennes va nous acheter pour 40 000 €. Donc, il y a une quantité maximum qui va être là plutôt à 40 000 €. Et ça, c'est juste une question des marchés publics. C'est parce qu'en dessous de cette somme-là, de ce montant-là, la contrainte des marchés publics est beaucoup moins forte pour les collectivités. Donc, la ville de Rennes a fait le choix de rester à ce niveau en dessous, parce que ça leur facilitait, entre autres, les consultations, enfin, voilà, la mise en concurrence. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, les collectivités ont un statut un peu particulier. Et là, on va caler plutôt une facturation par rapport à ce qu'eux sont facturés sur leur énergie pour l'ensemble du reste de leur patrimoine. Donc, ça leur permet de pouvoir l'intégrer dans les logiciels de suivi des consommations de l'ensemble de la collectivité qu'ils ont. Donc là, voilà, on s'adapte aussi effectivement en fonction des contraintes un peu de chacun. Donc, je reviens aux conditions particulières de vente. Vous voyez, donc là, on va déterminer sur quelle boucle on est, Bricquigny ou Landrel, le producteur, la personne morale organisatrice, si c'est un client professionnel, un client particulier, les caractéristiques du point de livraison, donc effectivement son adresse et puis son PDL, le fameux numéro qui commence en général par 144.
qu'on retrouve sur la facture, je reconnais, voilà, ça c'est la deuxième. Ici, à la suite, on va choisir, donc l'abonnement, il n'y a pas d'abonnement, en fait, il n'y a pas de coût d'abonnement, l'abonnement est de 0 € par an, en sachant que dans l'autoconsommation collective, vous restez avec votre fournisseur de complément, votre fournisseur d'origine, celui qui vous fournit l'électricité, parce que nous, on ne vous fournit que de l'électricité au moment où le soleil la produit, par tranche de demi-heure. Forcément, tous les moments où il fait noir, où il n'y a vraiment pas assez de soleil, ben, il vous faudra de l'électricité que vous acheterez toujours à votre fournisseur, quel qu'il soit. Vous aurez toujours la même possibilité de changer de fournisseur en cours de route. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien qui change. Et nous, on a aussi la particularité qu'on vend 1 kWh hors toute taxe. Vous avez le tarif ici qui est repris, donc à 7,926 centimes d'euros pour le tarif basique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un tarif basique et pourquoi est-ce qu'il y a un tarif de soutien? Parce qu'en fait, il y a eu la volonté de créer ce tarif de soutien. C'est un tarif en fait où des personnes acceptent de payer légèrement plus cher leur électricité, parce que vous voyez, vous êtes à 8,7. Hein. Et en fonction, plus on a de personnes qui acceptent de payer, de prendre ce tarif de soutien, plus on peut octroyer ce qu'on appelle un tarif éco, alors qui n'est pas repris ici, parce que ça, les gens ne le choisissent pas comme ça. Nous, le tarif éco, c'est une sorte de tarif social donc que l'on va réserver, enfin que l'on réserve du coup à des personnes qui sont plus en précarité énergétique et financière. En gros, ici, ils vont être attribués, c'est des forfaits qu'on va pouvoir attribuer à des personnes qui vivent dans les logements sociaux de Néotoa, donc dans les bâtiments sur lesquels on a mis les centrales solaires au-dessus. Donc il y a une péréquation tarifaire entre le tarif de soutien et le tarif éco, c'est-à-dire plus de personnes acceptent de payer ce tarif de soutien, plus on peut proposer de tarifs éco. Pour vous donner une idée de ce que ce coût représente, parce que 7,9 centimes, c'est le coût vraiment de l'électricité, de la matière. Si vous y rajoutez les différentes taxes, la TVA et le TURP, ça revient à peu près, donc pour le tarif basique, on est à peu près à 15,5 centimes d'euros. Vous voyez qu'aujourd'hui, au TRV, on est à 20 centimes. Donc on propose aujourd'hui effectivement nous, 1 kWh moins cher que le TRV. Et pour la collectivité aussi, alors que la collectivité, elle n'est pas au TRV puisqu'elle ne profite pas du tarif régulé. Michel, j'ai une petite question, j'en profiterai bien maintenant. Oui. C'est Alexandre Guirinec qui nous envoie cette question. Les productions étant distribuées en temps réel, selon les consommations, comment garantir pour chaque membre consommateur qu'il bénéficiera de son forfait annuel? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si il a, alors, pour info, Alexandre est arrivé en cours de route, donc désolé pour le re-questionnement. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça permet d'alimenter la discussion pour tous. Admettons qu'une personne prenne 1000 kWh, effectivement, donc au cours, donc tous les mois, Enedis nous envoie un fichier qui va reprendre demi-heure par demi-heure la production de l'ensemble des centrales donc dans une boucle et la consommation de chacun des consommateurs de cette boucle-là. Et l'algorithme, effectivement, lui, il va devoir attribuer demi-heure par demi-heure une puissance à chacun, enfin un nombre d'électrons, en gros, pour faire imager, à chacun des clients demi-heure par demi-heure. Et à la fin du mois, il y a la somme qui est faite de toutes les demi-heures, et à la fin du mois, monsieur X ou madame X, elle a reçu autant de kilowattheures. Donc, de son forfait de 1000 kWh, le premier mois, elle va peut-être en avoir de déduit 50. Ensuite, le mois suivant, peut-être un peu plus, parce qu'elle aura consommé un peu plus, et que la clé de répartition, du coup, répartit ces kilowattheures-là de façon différente, parce qu'on est bien sur une clé dynamique. Hein. On n'est pas du tout sur une clé fixe, donc c'est une clé dynamique, personnalisée, dans ce cadre-ci. C'est une clé que l'on fait en interne. Alors, quand je dis on, c'est Vincent, d'ailleurs, donc il parlait avant, qui s'est mis à la tâche de réaliser cette clé de répartition. Par contre, si à la fin des 12 mois, on a déduit au final que 800 kWh du forfait de M. X, alors qu'il avait acheté un forfait de 1000, évidemment, il ne perd pas ces 200 kWh. On continuera à déduire sur le mois janvier N+1, puis sur le mois février N+1, et peut-être qu'au mois de mars,
N+1, on aura fini son forfait. Donc son forfait aura duré au total 15 mois au lieu de 12. Donc on essaye de le caler, nous, sur 12 mois, mais c'est extrêmement difficile au début parce qu'on ne connaît pas les courbes de charge des personnes. Donc on ne sait pas comment ils consomment. Donc en fait, la plupart des personnes me disent, oui, mais quel forfait je dois prendre? Alors ce qu'on leur conseille, c'est de limiter leur forfait à 30% de leur consommation globale annuelle. C'est-à-dire, s'ils ont une consommation globale annuelle de 3000 kWh dans la maison, on leur conseille de limiter le maximum de leur forfait à 1000. Mhm. J'ai l'impression qu'on a perdu Michel. Allô? Ah, Michel, tu es avec nous? Oui, oui. Tu m'entends? Ouais, Tu es revenu ou pas? je crois que c'est bon, tu peux y aller. D'accord. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu, c'était juste que le forfait n'est pas perdu, effectivement, il est vraiment reporté sur les mois d'après. Le tout, au début, on va essayer de... C'est parce qu'en fait, ne connaissant pas les courbes de charge, il y a des personnes qui vont peut-être consommer le forfait de 1000 en 9 mois et d'autres qui vont peut-être le consommer en 14 mois. On ne peut pas connaître la courbe de charge précisément, donc on va essayer de l'adapter. Pour les clients qui restent plusieurs années, par exemple, ben, on va essayer de l'adapter un maximum. Ils pourront peut-être prendre plus l'année d'après. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et il y aura peut-être des personnes, effectivement, qui auront fini leur forfait au bout de 10 mois. Et du coup, le principe chez nous, c'est qu'une fois que vous avez terminé le forfait, bah, soit vous n'en reprenez pas, vous continuez à consommer tout chez le consommateur de complément, donc chez votre fournisseur habituel, ou soit vous en reprenez un, mais vous pouvez le reprendre au bout de 10 mois, quoi. C'est voilà. C'est très difficile, c'est quasi impossible de savoir combien de kilowattheures dans la boucle va consommer une personne quand on ne connaît pas sa courbe de charge précise, d'autant plus qu'une courbe de charge d'une année à l'autre, elle peut varier aussi, hein, en fonction de, vous avez l'arrivée d'un nouvel enfant dans la maison, ça peut changer plein de choses, donc voilà, donc il faut qu'on reste souple et qu'on puisse adapter ça en permanence. C'est ça aussi que le forfait est intéressant dans ce cas-là, puisqu'en fait, sur l'ensemble du forfait, les 1000 kWh, il n'y a pas un kWh qui sera perdu. Il aura bien ses 1000 kWh. La personne aura bien ses 1000 kWh. Et pour compléter, c'est d'autant plus compliqué à prédire que la consommation, enfin la répartition, elle est à faire en fonction de aussi comment est la consommation de tous les autres participants. Et donc, voilà, ça peut créer des concurrences de répartition. Enfin, dans l'algorithme, on a deux cas, hein. Soit on a une production qui est supérieure à la consommation pour une tranche de 30 minutes. Dans ce cas-là, bah, c'est facile, on affecte la totalité de ce qui est possible à chacun des consommateurs, de tout ce qu'il avait consommé, et on aura un surplus. Et là, c'est l'acheteur du surplus qui prendra le solde. Et c'est à l'inverse, si la production est inférieure au cumul de toutes les consommations dans cette tranche de 30 minutes, où là, bah, il faut définir des règles sur comment on affecte la production. Et donc ça, bah, on va essayer de faire tourner l'algorithme en prenant en compte les prévisions de courbe de charge sur le reste de l'année pour essayer d'optimiser que chacun puisse consommer son forfait ou s'approcher le plus possible de sa consommation prévue de son forfait. Pour que on vise à atteindre un reste à zéro de chacun des forfaits. Alors, en sachant, ouais. Non, en sachant, je vais juste compléter ce que Vincent disait, en sachant qu'effectivement, il faut que l'algorithme tienne compte. Par exemple, la fleuriste, le dimanche, elle sera fermée, donc elle ne va avoir aucune consommation. Les écoles, le samedi et le dimanche, elles sont fermées. Les écoles, en juillet et en août, alors qu'il y a un maximum de production, sont fermées. Donc voilà, il faut l'algorithme, il va tenir compte de tous ces paramètres-là. Ceux-là, ils sont prévisibles, c'est des paramètres prévisibles, donc on peut les intégrer dès le départ. Mais bon, on sait bien que notre algorithme aussi, notre répartition, ne sera pas parfaite dès le premier jour de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'en fait, la PMO peut décider de modifier la clé de répartition et de l'adapter pour essayer qu'elle qu'elle corresponde le plus. Parce qu'on verra tout à l'heure, je vous présenterai en finale un outil de calcul et vous verrez qu'en fait, un des facteurs importants, en tout cas pour avoir un bon modèle économique et ne pas dégrader le coût du kilowattheure de sortie, c'est le pourcentage d'autoconsommation. L'idéal est évidemment de distribuer les 100%
d'électrons qui sont produits par les centrales. Disait Vincent, on a un acheteur de surplus, parce que c'est obligatoire. Nous, on a signé avec Enercop. C'est Enercop qui assure le rachat de surplus à 5 centimes, si mes souvenirs sont bons. C'est aussi via Enercop qu'on assure le job de responsable d'équilibre, parce qu'il faut qu'on assure cette responsabilité d'équilibre. Donc, c'est Hydronex avec Enercop. Mais nous, l'idéal, ça serait qu'on arrive à 100% d'électrons qui soient distribués à nos clients et pas un seul à Enercop. Parce que même en dégradant, en arrivant à 90%, vous dégradez énormément le modèle économique, en fait. Il y avait une question. Oui, je propose de poser là 2 questions plus une. La première était, est-ce qu'il est nécessaire d'être équipé d'un Linky pour pouvoir participer à la boucle? La deuxième, c'est est-ce que le client a intérêt à consommer quand les panneaux produisent? Et je rajouterais, je dirais un complément. Vous avez parlé de courbe de charge tout à l'heure. Est-ce que vous essayez d'étudier ou d'enregistrer avec les consommateurs leur courbe de charge au fur et à mesure qu'ils participent en tant que consommateurs? Je peux répondre sur le compteur communicant. C'est même pas forcément que Linky. Oui, c'est impératif. Et pour compléter, même en fait, quand on veut rajouter des participants dans la boucle, on envoie la demande à Enedis qui valide que pour ce PRM-là, c'est bien compatible avec l'opération d'autoconso collective. Ensuite, excuse-moi, la deuxième question, c'était… Est-ce que le client a intérêt à consommer quand les panneaux produisent? Oui, ça augmente la possibilité de pouvoir obtenir que sa consommation soit couverte par l'opération d'autoconso collective. Comme ça, il aura le prix au kilowattheure qui était prévu dans cette opération. Enfin, là, après, ça dépend pour lui, selon son choix d'éthique, de la source de son énergie, d'une part, et d'autre part, du tarif qu'il peut obtenir. Il a peut-être un tarif plus intéressant avec son fournisseur de compléments qu'avec l'opération d'ACC. Je me permettrai un complément à la question. Est-ce que vous avez trouvé un moyen aujourd'hui d'inciter le client, en tout cas de l'informer du moment où la production est importante de la centrale ou pas? Non, on n'a pas cet aspect-là d'anticipation pour l'instant. Et avec les données actuelles, c'est pas évident. Comme l'expliquait Michel, c'est en fin de mois que Enedis va transmettre les données de production et de consommation sur tout le mois écoulé. Et donc, on arrive à posteriori, où on prend connaissance des courbes de charge qu'une fois que la période est passée. Donc, on ne peut pas avoir ce travail d'anticipation. C'est les consommateurs sur Redon, si je ne me trompe pas, qui travaillent à quelque chose bien plus équipé, où on peut anticiper davantage. Mais bon, c'était pas notre choix d'architecture pour ce cas-là. Alors nous, on a plutôt, en tout cas, on a plutôt en vision aujourd'hui un choix plutôt humain, c'est-à-dire d'organiser une, voire deux réunions annuelles avec l'ensemble des clients d'une boucle pour faire une période de sensibilisation, donner un peu des résultats, discuter des résultats tous ensemble et effectivement, lors de cette discussion-là, les inciter à éventuellement modifier des horaires de consommation, mettre des compteurs, enfin des horloges sur certaines machines pour qu'elles démarrent plutôt au temps de midi ou de 13h à la place du soir. Donc voilà, de faire tout ce boulot de sensibilisation, mais plutôt là pour l'instant, tel qu'on l'a évoqué, bon, c'est pas encore calé. Hein. De toute façon, il faut qu'on attende que les boucles démarrent un peu, au moins quelques mois avant de faire la première réunion, mais c'est de faire une sensibilisation en présentiel. Mais je faisais exprès de poser cette question parce que voilà, on bascule vite dans le tout techno et je continue à penser que la rencontre en présentiel avec les différents acteurs, quels qu'ils soient, est certainement bien plus bénéfique que d'essayer de mettre des outils complexes en place.
Surtout qu'on a l'avantage par rapport à, si je prends un fournisseur, même comme Enercop, qui est une éthique qu'on aime bien en général, même sur l'ensemble de la Bretagne, c'est difficile de faire des réunions en présentiel et de réunir tout le monde. Tandis que là, on est sur une boucle, on est vraiment sur une AMAP de l'énergie dans un périmètre de 2 km maximum entre les personnes. Donc, on est déjà tous proches. Donc, de faire des réunions en présentiel me semble assez intéressant. Et puis, on aimerait bien essayer, parce que du coup, on a d'autres activités qu'on mène au sein de l'association. Les personnes qui participent à la boucle, étant donné que c'est l'association qui fait la PMO, donc ils doivent adhérer à l'association. Chez nous, ils adhèrent de façon gratuite, il n'y a pas de coût d'adhésion, mais ils doivent être adhérents de l'association parce que c'est l'association qui va gérer la PMO. Donc voilà, et donc ça veut dire qu'on peut aussi essayer de les motiver de participer avec nous sur d'autres activités qu'on mène au sein de l'association. Donc c'est vraiment d'essayer de créer une dynamique globale, de ne pas isoler les boucles d'autoconso en tant que telles. Et d'ailleurs, on a plusieurs personnes qui participent là et qui font d'autres activités avec l'association aussi. C'est d'essayer vraiment d'avoir cette vision globale. Et c'est d'un point de vue pour l'association EPR, c'est bien une façon d'avoir un outil qui apporte une pédagogie supplémentaire à être plus curieux de notre façon de consommer l'électricité et de voir comment on peut adapter nos usages en fonction du territoire qui là est plus équipé de panneaux solaires. Donc, est-ce qu'on peut changer nos comportements pour mieux consommer au moment où les panneaux produisent. Eh ben, je vous redonne la main puisqu'on a épuisé les questions pour l'instant. Alors là, je vais continuer. Ouais, vous revoyez le document. La main pour les tarifs. Ah oui, vas-y, fini. Non, je vais continuer juste pour terminer juste ce document-là. Donc pour vous dire qu'effectivement, dans le montant de notre tarif, donc le tarif à 7,926 € que vous voyez là, on a un indice avec une formule d'indexation des prix. Pour celles et ceux qui connaissent un peu, par exemple, les contrats de réinjection avec rachat, en fait, auprès d'EDF Obligation d'achat, c'est la même formule d'indexation. Donc, c'est la fameuse formule qui tient compte des deux index nationaux qui sont, je ne les connais même pas par cœur, l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français. Enfin voilà. Donc, il y a cet indice, malgré tout, d'augmentation des prix qui peut. On y reviendra tout à l'heure, parce que vous verrez que dans l'outil financier que j'ai fait, et les augmentations possibles sur 25 ou 30 ans, mais il faut aussi prévoir que le coût de l'électricité de l'ACC, il va augmenter petit à petit dans le temps, mais il n'augmentera pas dans les mêmes proportions que ce que pourra augmenter très probablement le TRV ou le tarif pour les collectivités. Et puis ensuite, il y a les modalités de paiement qui sont reprises donc, sur ce document-là, la communication, et puis une signature entre le client et le producteur, donc représenté par son président, donc Vincent ici en l'occurrence. Et voilà le document principal en fait que les personnes vont remplir avec nous. Après, ils ont un document annexe qui est un document Enedis. Ça, c'est une déclaration. C'est un accord de participation. En fait, par là, ils donnent l'accord que Enedis puisse relever leur compteur et relever les données de consommation toutes les demi-heures pendant toute la durée de vie où ils appartiendront à la boucle d'autoconsommation collective. Donc ça, c'est une autorisation qu'il faut octroyer. Donc voilà, ils ont ce document-là à remplir aussi, qui est un document en fait où ils attestent. Alors, ensuite, ils ont une adhésion à notre association. Ils ont s'ils demandent un virement, il y a le CEPA et puis un RIB à fournir, voilà. Mais c'est pas énormément de documents en fait, d'autant plus que voilà, les documents existent aujourd'hui. Ces documents-là, c'est des documents de toute façon qui sont faits par Enedis, mais les conditions générales de vente et les conditions particulières de vente, aujourd'hui, on n'est pas non plus les seuls à en avoir. Donc, il y a des documents qui commencent à exister et dont on peut en tout cas s'inspirer pour faire des opérations sans réinventer la poudre à chaque fois. Vincent, pour le prix, je te laisse. Tu as ton micro qui est coupé. Pardon, oui. Je vais reprendre le support de présentation qu'on avait tout à l'heure. Et donc, avec la planche qui présente les tarifs, Michel, tu en avais déjà parlé, on a du coup défini trois niveaux de prix du kilowattheure. Le tarif basique qu'on a présenté et un tarif soutien qui est à peu près 10% plus élevé. Et du coup, un tarif éco qui est à peu près 30% moins élevé. Et c'est des tarifs, quand on avait fait ces calculs-là, on était encore en 2021.
Si vous vous souvenez, il faut remonter un peu dans le temps, mais à un moment où le tarif réglementé était encore autour de 15-16 centimes. Et en fait, tout a bien changé depuis. Et on se retrouve à présent avec des tarifs, même le tarif soutien, qui se retrouve, quand on rajoute toutes les taxes et la TVA, à un prix bien inférieur au tarif réglementé jusqu'à fin janvier 2023. Et qu'est-ce que ça va être à partir de ce mois-ci? Ça va être encore bien différent. Mais donc on pense, c'était aussi ce qui nous motivait à essayer de commercialiser sous forme de forfait, parce que ça permettait pour les consommateurs de borner un maximum de dépenses d'électricité qui paieraient plus cher, puisqu'on imaginait que notre tarif basique ou soutien serait 10 à 20% plus cher que le prix réglementé. Voilà pour la partie tarification. Et donc, alors juste pour compléter, le succès du tarif soutien que l'on a pu avoir auprès des 70-80 participants qui ont déjà signé un contrat nous permet de ouvrir une quarantaine de forfaits 500 kWh au tarif éco, et que l'on va pouvoir proposer aux habitants des bâtiments Hollandrel qui habitent sous les toits équipés de panneaux. Alors Vincent, j'en profite pour les tarifs, puisque j'ai plusieurs petites questions. Oui. Tu m'entends? Question de Régis. Vous avez indiqué un tarif d'achat par Enercop à 5 centimes pour le surplus. Pourquoi ne pas être passé par EDF OA à 10 centimes ou plus? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est Alexandre. Le sujet étant passionnant, qu'en est-il de l'assise sur l'électricité, TICFE plus TLCFE, habituellement acquittée par les fournisseurs d'électricité classique? Et puis, la dernière question, pourquoi un choix de 25 ans, sachant que habituellement, tout ce qui est achat par l'OA est normalement sur 20 ans? D'accord. Alors, quand on a construit les tarifs et qu'on a préparé les contrats, notamment d'achat du surplus, c'était avant le S21, pour ceux qui connaissent le sigle. Donc, avant que dans les arrêtés tarifaires, il soit possible de vendre le surplus à un tarif garanti pendant 20 ans. Et donc, il fallait qu'on trouve un acheteur du surplus, et en plus qui nous fasse responsable d'équilibre. D'où le fait qu'on se soit tourné vers Enercop et qu'on a signé un contrat avec Enercop pour nous acheter le surplus à un tarif de 5 centimes le kilowattheure. Par ailleurs, oui. Non, il y a aussi la raison du double subventionnement non possible, hein. C'est-à-dire, comme on est subventionné par des fonds, FEDER dans le cadre du S21, quand on a une subvention quelle qu'elle soit, on n'a pas droit au tarif obligation d'achat, qui est une subvention en fait. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc si vous avez un projet de boucle d'autoconsommation qui est subventionné, vous n'avez pas droit au tarif d'obligation d'achat. Donc il faut que vous le négociez avec un fournisseur qui accepte de vous racheter le surplus à un tarif négocié. Du coup, on est vraiment dans une négociation ouverte. Si vous n'avez pas de subvention, vous pouvez effectivement demander un tarif par obligation d'achat qui se situe soit 6 centimes ou 10 centimes. Ça dépend après des puissances de l'ensemble des centrales. C'est ça, le fait de 10 centimes, c'est quand on est en dessous de 36 kVA, 36 kilowatts, pardon, et ça descend à 6 centimes quand on est au-dessus. Ça, c'est pour la partie obligation d'achat, et qui est effectivement sur une période de 20 ans. Mais comme on est hors ce mécanisme d'obligation d'achat, on s'affranchit de la durée de 20 ans. Et c'est pour ça que, par contre, on a signé des conventions d'occupation temporaire avec les propriétaires des toitures pour une période de 25 ans ou 30 ans. Donc, on peut partir sur un amortissement sur 25 ans pour calculer notre prix de vente de kilowattheure. Enfin, sur la tarification, qu'est-ce qu'il y avait? Excuse-moi, Bruno, il y avait encore un bout de question, je crois. Qu'en est-il de l'assise sur l'électricité, la TICFE et la TLCFE?
Les taxes, effectivement. Alors, il y a peut-être un défaut dans le tableau, c'est bien l'ensemble des taxes. Alors, elles s'appellent TICFE, TCFE, j'ai toujours un doute, qui doivent être collectées par celui qui vend le kilowattheure. Donc c'est ça qui inclut notamment la CSPE, qui a été énormément diminuée en février 2022 et qui fait que quand on avait un tarif TTC, on se retrouvait plus compétitif que le tarif réglementé. Donc effectivement, tout ce qui est les TI ou TCFE, c'est à nous, Sirène, producteurs, de les collecter, ainsi que la TVA qui s'applique sur le prix brut et les taxes qui vont avec. Et après, c'est aux fournisseurs de compléments de collecter le TURP, qui est de l'ordre de 3,7 centimes le kilowattheure, plus la TVA qui va dessus. Et c'est là que cette subtilité peut générer pas mal de troubles au niveau des factures des fournisseurs de compléments. Selon les fournisseurs, ils sont plus ou moins à jour dans leur système d'information et de facturation pour prendre en compte que un même kilowattheure, sur un mois de facturation, il va y avoir des kilowattheures qui sont dans une opération d'autoconso collective où il faut appliquer que la partie TURP et sa TVA, et des kilowattheures qui sont ceux de complément et qui sont taxés et facturés en totalité par ce fournisseur de complément. Voilà pour répondre à cette question sur les tarifs. Merci pour les réponses. Il reste deux questions, mais que je garde pour après, parce qu'elles seront, je pense, beaucoup plus adaptées. Ok. Alors, dans la présentation, on avait ce schéma sur l'architecture et le décor de l'autoconso collective. Michel l'a déjà détaillé. On a aussi un peu abordé comment ça se passe tous les mois, où en fait la personne morale organisatrice s'interface avec Enedis pour d'une part transmettre les entrées et sorties de participants et d'autre part récupérer les données de production et de consommation, faire tourner une moulinette que l'on a construite qui va calculer comment on répartit la production sur chaque tranche de 30 minutes. Et on renvoie à Enedis le résultat de cette répartition, de sorte que Enedis puisse transmettre ensuite les données aux différents fournisseurs de compléments qui vont construire les factures pour chacun des participants. Et donc, effectivement, c'est la construction, à la fois la construction en forfait de kilowattheures que l'on vend aux participants et le choix de pouvoir affecter de façon dynamique la production, optimiser au mieux pour le modèle économique de Sirène, quand on est parti sur cette notion de clé dynamique. Voilà, plutôt que prendre une clé par défaut ou une clé statique. Et donc, une dernière planche où on essaie de réécrire un peu ce qui se cache derrière cette organisation, c'est peut-être qui peut intéresser aussi beaucoup de monde, ce que ça a représenté comme travail pour nous. Il y a eu un travail d'abord de structuration juridique, savoir, comme on l'a évoqué, quel était le meilleur choix pour définir qui allait endosser le rôle de personne morale organisatrice. On a beaucoup hésité en fait entre la coopérative Sirène, mais ça c'est une nécessité que chacun devienne actionnaire de la coopérative, ou l'association énergie du Pays de Rennes pour éviter de recréer une nouvelle structure. On avait aussi envisagé de créer une asso nouvelle, mais ça signifie gérer une personne morale de plus, voilà, avec un fonctionnement au maximum bénévole, ça peut devenir lourd.
Et puis, on a plutôt rebondi sur l'opportunité que pour l'asso, ça devienne aussi un outil qui apporte plus de pédagogie sur la sensibilisation à nos usages d'énergie et notamment d'électricité. On fonctionne aussi avec une convention entre PR et Sirène, puisque c'est EPR qui a le rôle de PMO, l'association, mais concrètement, c'est bien Sirène qui va faire tourner la boutique et tous les mécanismes. Sirène va collecter les fonds de la part des consommateurs et donc il y a la capacité à pouvoir financer notamment un bout de salarié qu'on a prévu dans notre modèle pour faire tourner les mécanismes tous les mois. Et puis, Michel a présenté la petite liasse de documents qu'il faut parcourir pour accueillir de nouveaux consommateurs. On a réfléchi aussi à comment organiser la gestion de l'information à l'intérieur de la coopérative et de l'association. Donc, on met en place un suivi d'exploitation des centrales. Ça, c'est de façon très classique comme pour tout le collectif citoyen pour pouvoir suivre la production de chacune des centrales qu'il a installées. Ensuite, il faut qu'on mette en place une base de données de clients avec un certain nombre de caractéristiques, le volume souscrit de kilowattheures notamment, et le suivi du consommé. Donc, si on initialise avec un forfait, ça veut dire de pouvoir générer aussi une facture initiale de vente d'un forfait de kilowattheures. Et puis, il faut qu'on gère aussi une interface avec Enedis pour les entrées-sorties. Et puis, le suivi mensuel. Par ailleurs, on l'a un peu évoqué, on a construit un module, c'est un peu le centre névralgique, qui sera un peu le module clé certainement en exploitation, où on va pouvoir calculer la répartition. Alors, on a un algorithme qui va commencer simplement, et puis au fur et à mesure, on pourra l'étoffer avec un maximum de paramètres en prenant le mieux en compte les prévisions à la fois de production et de consommation. Et puis, il nous reste à bien avancer, on est encore à l'état d'embryon, d'avoir un système pour donc plus une interface la plus graphique possible pour suivre l'opération, à la fois pour la PMO ou Sirène, pour voir comment va pouvoir être comment se passe la répartition de la production, et puis également apporter une visibilité à chacun des usagers, voir où il en est de la consommation de son forfait, sa façon de consommer, voilà, puisque on va aussi collecter les courbes de charge précises au pas de 30 minutes pour chacun des participants. Et puis, il y a une définition commerciale qui a été de dire on crée des forfaits et on a opté pour la clé dynamique qui est possible dans de l'autoconsommation collective et avec un volet solidaire où on fait vraiment une péréquation entre des gens qui volontairement veulent avoir un côté plus militant et accepter de payer un peu plus cher leur électricité parce que ça permet d'y accéder à un tarif maîtrisé pour d'autres usagers à proximité. Et donc, ça permet aussi de montrer ça révèle aussi le côté entreprise solidaire et d'utilité sociale que représente Sirène. Et alors, on s'est appuyé sur un outil pour gérer la facturation qui est Dolibar, de logiciel libre, qui sert à faire plus que de la facturation. On peut vraiment l'étoffer à lui faire pas mal de choses. C'est un vrai outil clé pour une entreprise. Et donc, c'est un outil qui est qui est facile à prendre en main et sur lequel on va s'appuyer pour être
le centre de gestion pour Sirène, de suivi de tous les forfaits. Michel, je te laisse compléter, et notamment avec l'outil de modélisation de futures boucles d'autoconso collective. Ouais. Et moi, j'ai une ou deux questions sur cette diapo. Est-ce que tu les préfères après ou maintenant? Non, vas-y maintenant. Alors, j'en ai deux pour clarification. Il a été indiqué un temps salarié prévu dans le modèle éco pour Sirène. Est-ce que vous pouvez nous indiquer grosso modo ce que vous avez estimé? Et puis, la deuxième question concerne le fameux module pour le comptage. Est-ce qu'il s'agit d'un outil maison, Excel, ou d'un outil, enfin Excel ou autre, bien sûr, équivalent, ou d'un outil déjà connu, existant? Alors, pour répondre sur le temps salarié, on a estimé à un 0,4 équivalent temps plein pour notre objectif de 500 kW de puissance déployée. Donc environ un peu plus de 500 000 kWh de production annuelle. Donc on va commencer très modestement, et en fait ça va être, pour être très transparent, ça va se jouer entre Michel et moi, où on va se salarier en temps très partiel au début, et puis monter en puissance en fonction du développement de l'activité. Donc on ajustera un peu, ce sera un peu la variable d'ajustement en fonction de comment le chiffre d'affaires se constitue et la marge. Et puis l'autre question, ce module, c'est un module fait maison en Python, donc qui traite les fichiers CSV, donc les fichiers plats qui arrivent d'Enedis, des courbes de charge mensuelles, qui prend également les courbes de charge qu'on a en base par PRM sur toute une année. On fait la répartition sur le mois écoulé, et on fait aussi une simulation de répartition sur les mois qui restent à courir de l'année pour voir comment les forfaits peuvent être consommés. Voilà, on sait qu'on peut basculer sur un module du marché, comme celui d'Elocop, d'Enercop, MIPI qu'il est en train de déployer, ou Enogrid aussi, un outil. Mais voilà, on va essayer d'abord de fonctionner avec du fait maison, et puis on verra si on arrive à tenir la route et l'étoffer comme on le souhaite ou pas. Mais ce qui nous paraît le plus adapté à ce stade pour gérer notre organisation très fait maison, de forfait notamment. Merci Vincent. Oui, donc moi je vais passer effectivement à l'outil. Alors l'outil, pourquoi est-ce que j'ai commencé à travailler dessus? C'est parce qu'en fait, effectivement, donc nous on a un système qui est subventionné aujourd'hui, et assez bien subventionné par le FEDER. Donc c'est toujours très bien les subventions, mais c'est encore mieux quand on arrive à faire le même outil sans subvention, parce que s'il y a les subventions, ça c'est pas éternel. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui on va être plutôt sur 400 kilos. J'arrondis, elle m'en va être sur 400 kilos pour l'ensemble des deux boucles. La boucle Bréquigny, par exemple, on est un peu limité parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de surface de toiture où on est sur la boucle qui est des Landrelles. Donc, c'est-à-dire que si on veut augmenter le nombre de clients en potentiel et on a de la demande, et d'autant plus que quand ça va commencer à tourner, il va y avoir une émulsion, enfin les gens vont en parler, une émulation, pardon, les gens vont en parler entre eux, il va y avoir des articles de presse éventuellement, et donc ça va, surtout à certains tarifs, ça va intéresser évidemment beaucoup de personnes de pouvoir rentrer dedans, et là aujourd'hui on ne peut pas y répondre. Donc le tout est de trouver un système maintenant, un modèle économique qui peut fonctionner à la limite sans subvention, et de voir comment on peut le faire tourner. Donc, et puis, comme on est quand même pas mal sollicité de la part de collectivités, entre autres, qui se sont un peu réveillées,
en se rendant compte que, vu les coûts qu'elles allaient payer leur électricité, entre autres cette année-ci, ben, qu'il fallait peut-être essayer de faire quelque chose. Et puis, ils ont entendu parler sommairement d'autoconsommation. Donc, c'est un outil, donc je vais vous le démontrer, je vais vous en faire je vais vous le montrer en ligne, qui permet effectivement de voir un peu les voies du possible en fonction de différents paramètres et de voir à quel niveau de prix de kilowattheure vous pouvez sortir. Et puis, il analyse sur une évolution de 25-30 ans, de voir ce que ça donne, effectivement, par rapport à une évolution moyenne du TRV et une évolution moyenne du coût d'électricité pour les collectivités. Donc, ça permet de voir les chemins du possible. Le but de cet outil, c'est qu'il soit bien accessible au plus grand nombre. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais pour l'instant, il ne l'est pas encore, parce que pour l'instant, je le retravaille encore, je le peaufine, je le précise. Voilà, il faut que je le fasse réutiliser par différentes personnes qui connaissent un peu déjà pour tenir compte de toutes les critiques. Enfin voilà, c'est pour qu'il soit le plus complet possible, tout en sachant que ça reste un outil de simulation. Hein, c'est pas, mais enfin, vous allez voir, donc je vais vous montrer dans quel état. Donc c'est sous format fichier Excel. Hein. Je vais vous montrer aujourd'hui à quoi ça ressemble et qu'on puisse faire une petite simulation. Est-ce que vous voyez la première page? Très bien. Donc voilà, donc c'est un outil, en fait, les cases jaunes, c'est les cases que vous pouvez remplir. Vous pourrez, alors moi je peux toutes les remplir là parce que l'outil n'est pas verrouillé sur les autres cases, mais l'idéal ce serait d'avoir effectivement un outil, vous pouvez remplir certaines cases. Alors si on passe tout à fait sur la gauche en haut, ben vous avez là, vous rentrez la puissance de la centrale ou des centrales, c'est pour ça qu'il y en a un S, parce que ça peut être sur plusieurs centrales, mais sur la puissance des centrales dans la boucle. Elle calcule la surface, le nombre de panneaux, l'inclinaison, ça on ne joue pas trop pour l'instant. On a le productible donc, de kilowattheure estimé pour Rennes. Vous l'adaptez avec les données PVGIS, entre autres, vous pouvez l'adapter effectivement à une région plus précisément. Et moi, je pars sur un modèle économique ici qui fonctionne sur une trentaine d'années. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui dans les modèles qui tournent, entre autres, Elocop, quand ils travaillent aujourd'hui, beaucoup partent maintenant sur des modèles d'une trentaine d'années. Donc, je pars sur un productible d'une trentaine d'années en comptant une perte de 1% la première année et de 0,5% toutes les années suivantes. Ce qui semble être beaucoup plus cohérent que le fameux 1% qu'on donnait à une époque chaque année, en perte de rendement des panneaux. Tout ça, il l'intègre ici. Ensuite, vous avez ici en dessous, et on y reviendra, ce fameux taux d'autoconsommation avec le fameux tarif du surplus, qui calcule et qui vous met le tarif du surplus en fonction de si vous êtes en dessous ou au-dessus de 36 kW. Et vous verrez tout à l'heure, on le fera varier, et vous verrez que ça dégrade pas mal le modèle économique. Je passe directement aux charges fixes, donc un coût de centrale, qui est en fonction plus ou moins de la taille de la centrale, avec des tarifs en euros au watt crête, donc qui sont repris. Ne tenez pas compte de ce volet-là, autoconstruction, ce sont des essais que je fais aussi, parce que j'essaie de prospecter aussi ce qui pourrait être fait en autoconstruction accompagnée de centrales solaires photovoltaïques. Ça parlera peut-être un peu plus au survolté de Guipel. Donc voilà, mais pour l'instant, on laisse tomber ce volet-là, mais il est dedans, c'est pour ça qu'il est en grisé. Donc, il y a le coût des études structure, coût de raccordement Enedis, coût d'une maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle, ainsi que les frais financiers de l'emprunt. Donc, les frais financiers de l'emprunt, il y a un tableau spécifique donc, qui vous calcule effectivement en fonction de l'apport en fonds propres, du nombre d'échéances, de l'intérêt, du taux d'intérêt. Vous avez les intérêts, l'amortissement, le capital, donc qui sont réintégrés dans le tableau initial. Vous avez plus, alors, les frais financiers d'ailleurs auraient pu être dans les charges fixes annuelles. Là, je ne les ai pas mis pour l'instant, je ne sais pas encore, j'hésite entre les deux. Sinon, vous avez les charges fixes annuelles. Ça, c'est les charges qui vont avoir lieu donc, pendant toute la durée de vie de la centrale, c'est-à-dire les 30 ans. Donc, ils reprennent les postes suivants, l'assurance, maintenance, provision onduleur, remplacement des onduleurs, suivi à distance des centrales, excusez-moi, les charges de la société de gestion. Alors ça, ici, ça peut se discuter, je vous expliquerai pourquoi je l'ai mis en grisé pour l'instant, provision pour démantèlement des centrales. Il y a l'IFER dans certains cas, quand on a payé. Il y a la location de toiture, puisque dans le cadre, quand on signe une convention d'occupation temporaire, que ce soit avec une collectivité ou avec nous, avec le bailleur social, ben on est sur un montant de... Nous, voilà, on est avec eux, on est sur 50 centimes par mètre carré de panneau, donc par an. Donc voilà, il l'intègre ici. Et ensuite, il y a la question de la gestion de la PMO. Alors ici, dans le modèle que je fais, si on est... en dessous d'une certaine quantité en fait, de puissance, on peut passer par une gestion de la PMO qui peut être faite effectivement, donc on externalise cette prestation-là.
c'est-à-dire de la facturation, de la gestion de la clé. Donc, comme Vincent le citait tout à l'heure, on peut passer par la nouvelle plateforme Elocop d'Enercop, on peut passer par InnoGrid. En Ille-et-Vilaine, le SDE 35 est en train de se questionner pour voir s'il ne proposerait pas cette prestation pour les collectivités. Donc voilà, donc il y a des acteurs qui sont en train de se positionner sur le marché pour faire une externalisation. Par contre, au-delà d'une certaine puissance, on peut effectivement envisager un salariat en interne. Et c'est ce que je reprends ici. Donc je considère, moi, un ETP, c'est la même valeur que ce que Vincent donnait tout à l'heure, hein, un ETP pour 1,25 MW crête, un ETP, et donc il le calcule automatiquement suivant un salaire chargé par an, par mois, par net. Donc là, si je passe effectivement à 1300 kW crête, ben, je ne vais plus avoir la prestation extérieure, mais je vais avoir du salariat, du coup, qui va être repris dans le calcul de mon tableau. La colonne d'à côté, en fait, c'est exactement la même chose, mais qui est calculée sur la base des 30 ans en comptabilisant une augmentation de 1,5% par an. Vous pouvez modifier aussi. Et ça vient d'un tableau, donc un tableau qui est dans un autre onglet, où vous avez la totalité des années en fait, de développement, de fonctionnement de votre centrale, les différents postes de dépenses, et avec cette augmentation de 1,5% par an, donc qui sont réintégrés automatiquement ici pour donner ces coûts-là que l'on retrouve. Ensuite, on a le coût de la centrale sur 30 ans, c'est-à-dire simplement l'addition de votre coût des charges fixes initiales, plus vos charges que vous aurez à payer sur les 30 années. Et de là, en fait, assez simplement, finalement, par rapport au productible sur 30 ans que l'on a là, au-dessus, on va avoir un coût de sortie du kilowattheure. Donc, vous avez un coût de sortie. Alors ici, avant d'aller plus loin, donc ici, le coût de sortie, par exemple, il est de 13,3 centimes d'euros hors taux de taxe, ce qui équivaut à, en y intégrant les différentes taxes et TVA, on arrive à peu près à 21,3 centimes le kilowattheure. Ici, vous avez la possibilité néanmoins de rajouter une subvention. Si je rajoute que j'ai obtenu une subvention, je ne sais pas moi, de la région de 50 000 euros, paf, il l'intègre automatiquement et vous avez évidemment la variation de votre tarif de sortie du kilowattheure. Ou si vous avez droit à une prime, suivant l'arrêté S21, il y a droit à certains moments à des primes à l'investissement en autoconsommation. Elles s'intègrent automatiquement dès que vous êtes dans les bonnes barrières pour les toucher. Donc, on voit ici qu'on sort un kilowattheure à 21,3 centimes. Aujourd'hui, en TRV, on est à 20 centimes et quelques, là, depuis le 1er janvier, puisqu'il y a eu l'augmentation de 15%. Et donc, c'est intégré dans ce graphique que vous avez ici après. Donc, on va tenir compte, donc en bleu, on a le tarif réglementé, où je tiens compte dans le tarif réglementé, on peut le modifier aussi dans le tableau, où je tiens compte du TRV d'une augmentation de 4% par an. Alors, pourquoi 4% par an ? Parce que les 10 dernières années, c'est à peu près l'augmentation moyenne qu'on a eue du TRV, 4%, puisqu'on a eu plus 43% en 10 ans sur la période 2010-2020 et plus 40 en 10 ans sur la période, c'est ce qui prévoit. Donc, je suis parti sur cette donnée-là qui correspond à la donnée précédente. Alors, évidemment, on est toujours dans, là, il y a encore une autre donnée ici à côté qui montre à peu près ces valeurs-là. Maintenant, on peut décider de le réduire. On rentre, par exemple, 3% d'augmentation. Si on estime que le TRV va moins augmenter, ça va le modifier directement sur mon graphique derrière. Donc, si je reste sur les 3%, je peux faire l'augmentation aussi dans mon graphe. Donc, vous avez vu qu'il y a une ligne, effectivement, en orange ici, qui est le tarif plutôt hors TRV. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le tarif collectivité. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette petite évolution très rapide et puis une diminution? C'est en fait les tarifs aujourd'hui qui ont été dans le cadre du syndicat du SDE 35, c'est le tarif qui a été annoncé pour les collectivités en fonction des achats sur le groupement d'achats qui correspond aux collectivités qui le commandent par le SDE 35. Donc effectivement c'est assez, mais ça semble assez correct avec le 22, j'ai vu quelques données aussi. Donc bon, on n'aura peut-être pas la même augmentation, mais voilà plus ou moins ce qu'on a. Et là je considère aussi une augmentation annuelle qui est reprise donc, dans mon tableau-là, elle est de 4% aussi. Je peux la faire passer sur 3% si j'estime que ça sera moins. Et donc là, je considère l'augmentation, suivant la fameuse formule d'indexation que l'on a vue tout à l'heure, de mon tarif autoconso.
Donc, si la formule d'indexation, sachez que la formule d'indexation, elle a plutôt été d'une augmentation de 1% par an toutes ces dernières années, en moyenne. Là, je la prends à 1,5 par exemple, pour faire la simulation et sortir mon graphe. Et on voit dans ce cas-là, puisque j'ai mon tarif autoconso en jaune, là, avec les valeurs, on voit que dans ce cas-là, en fait, pour les particuliers, on arrive à une parité entre 2025 et 2026. Par contre, on est déjà à un tarif inférieur pour les collectivités, et largement. Et plus le temps va passer, puisque là j'ai mes 30 ans, j'ai mes 30 années qui sont reprises, plus le temps va passer, plus la différence va être importante. Et donc, dès que je vais modifier, évidemment, tous les facteurs vont bouger. Alors, je vais revenir là. Si, là, n'oublions pas, sur une centrale de 100 kg, si maintenant je monte dans ma boucle, parce que je suis en pleine ville, j'ai plein de toitures, et puis j'ai plein de fonds propres, parce que ma société a plein d'associés, que ça marche super, je monte 500 kW crête. Donc là, je vais tirer un kilowatt, je vais avoir un kilowattheure qui va être à 21,6 centimes. Et donc, voilà, on va avoir des petites variations qui se font et qui s'adaptent en fonction. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même des effets de seuil. Et entre autres, on a un effet de seuil, entre autres, par exemple, si on passe de la gestion de la PMO externalisée, le coût que vous avez là, 10 € par kilowatt crête, c'est le coût, par exemple, d'Enogrid aujourd'hui, qui est proposé par Enogrid aux personnes qui veulent travailler avec eux. Enogrid, c'est une start-up, c'est 6 € du kilowatt crête hors taxe. Donc voilà, je suis parti sur 10 € pour être un peu supérieur à ce montant-là. Et Elocop, la plateforme Elocop est sensiblement dans les mêmes tarifs aujourd'hui. Enfin, c'est les tarifs en tout cas qu'on nous a proposés, nous, dans les discussions qu'on a eues avec eux. Par contre, dès qu'on va passer en salariat, effectivement, là, on va voir qu'on a un effet de seuil. Ça va coûter finalement plus cher à la société, mais ça sera effectivement un choix aussi éthique à faire, puisque le but des sociétés citoyennes, c'est aussi de créer de l'emploi local. Donc voilà. Donc il y a un choix et c'est un outil qui permet de voir un peu comment on peut s'orienter en fonction des puissances, en fonction aussi du salaire. On peut décider de mettre un salaire de 1500 € net par mois, il l'adapte automatiquement, ou on peut rester sur des salaires. Voilà, ça c'est à chacun de voir un peu suivant les types. Je voulais juste vous montrer aussi l'influence, comme on le donnait tout à l'heure, de ce fameux taux d'autoconsommation. Je vais revenir à 100 kilowatts crête installée. Donc on voit qu'on a un kilowattheure de sortie à 13,3 centimes. Si votre taux d'autoconso, vous le dégradez pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à tout distribuer parce que vous avez des consommateurs qui n'ont pas assez qui n'ont pas des courbes de charge suffisamment différenciées. Parce que le but aussi, c'est d'avoir des gens qui vont consommer de façon différente et où ça va correspondre aux productions. Quitte à certains moments à aller rechercher des consommateurs particuliers qui vont vous permettre d'augmenter votre taux d'autoconso. Ça, vous pourrez le savoir qu'au début. Imaginons qu'on dégrade à 85% mon taux d'autoconsommation. Et donc, à ce moment-là, je vois que je passe à 15,6 centimes d'euros. Donc ça, c'est les kilowattheures sur les 30 années de fonctionnement. Donc je vais le dégrader de façon assez importante malgré tout. Si je le dégrade seulement à 95%, je reviens à 14 centimes, donc c'est-à-dire à 22,2. Donc ça reste encore tout à fait correct, mais du coup, par rapport aux tarifs régulés, on recule la parité qui était entre 2025, là à peu près à 2025, on la recule à 2029 pour les particuliers. Donc on voit que ce taux, et ça c'est dû au tarif de rachat aussi de 6 centimes, évidemment, ce taux a une importance assez importante. Donc il faut vraiment essayer de caler à la fois tous ces clients, alors la typologie du client, le nombre de clients que l'on va prendre, il faut vraiment essayer d'y réfléchir au début pour essayer de le caler pour qu'on ait le plus de chances, quitte à prendre un peu plus de clients au départ et remodifier la clé de répartition en cours de route. Mais il faut vraiment tenir ce point, à mon avis, d'autoconsommation enfin vraiment, chaque mois, quand on va recevoir les calculs, enfin les valeurs d'Enedis, essayer de faire en sorte effectivement qu'on s'approche de ce 100%. Et puis, je suis en train de travailler sur d'autres outils mais que je ne vais pas vous montrer maintenant, qui permettraient éventuellement aussi de passer par le système de location de panneaux et tout ça. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. C'est pour ça que vous les voyez là, mais on ne va pas rentrer là-dedans pour l'instant. Donc, voilà un peu. Quatre questions, Michel, sur cet outil. C'est vraiment chouette parce qu'on rentre vraiment dans le concret. Alors, plusieurs questions différentes. La première, il ne me semble pas l'avoir entendue. Quelle est la durée de l'emprunt? 15 ans. Ici,
Ici, je l'ai mise à 15 ans. Après, on peut la modifier, hein. C'est un outil que je veux vraiment le plus large possible pour qu'en fonction des multiples configurations, ou alors si on a envie de voir des essais, en se disant, bah, tiens, si je prends seulement sur 10 ans, qu'est-ce que ça influence sur tout le reste, quoi. Mais ici, dans la simulation, il était sur 15 ans. Ok. Deuxième question, quel est votre tarif de vente aux collectivités et aux entreprises? Dans le modèle éclair, dans le modèle qu'on développe actuellement, Oui. il est exactement le même que celui que vous avez vu, le petit tableau que Vincent vous a présenté tout à l'heure. Super, c'est ce qui me semblait, mais j'avais un doute, donc je préférais reposer la question. Dernière question technique pour l'instant, nous avons constaté une différenciation importante des tarifs collectivité SDE 22 entre été et hiver. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez constaté cette même modulation des tarifs? Alors, moi, j'ai entendu effectivement, d'en avoir discuté avec la commune où je vis et avec l'élu qui est en charge de cette problématique-là, qu'il y en avait une. Maintenant, je n'ai pas entendu, moi, qu'elle était importante. Donc après, à recreuser, effectivement. Et c'est tous ces petits aspects-là que je voudrais creuser et pouvoir intégrer dans l'outil avant de le diffuser, quoi. Et justement, la question la plus générale est de cet ordre-là, je la retrouve. Pour-nous avoir cet outil et le reste de la projection? Donc j'ai indiqué par message que la session est enregistrée, donc ça pourrait être réécouté, revu, tout ça. Pour les diapos qui sont diffusés, oui, bien sûr, parce que c'était prévu. Et c'était évoqué pour les outils, mais je vous laisse répondre, puisque vous êtes en plein travail dessus. Est-ce que vous souhaitez ensuite le partager, et si oui, comment? Alors moi, en tout cas, il y a deux choses de partage. Il y a les documents qu'aujourd'hui, par exemple, les documents de contractualisation qu'on a fait et tout ça. Ça, aujourd'hui, donc ça, on les a déjà mis à disposition d'énergie partagée aujourd'hui. Et donc, Éric Bureau s'est chargé de les récupérer, de voir un peu. C'est le but aussi est de les partager. De toute façon, bon, c'est les documents qu'on envoie aux clients chez nous, hein. Donc, mais qui peuvent effectivement servir d'inspiration pour ne pas refaire la totalité. Mais ça, c'est surtout les documents qu'on a vus tout à l'heure, les conditions générales, particulières de vente, les différents formulaires à remplir. Donc, ça permet de voir cet aspect-là. Pour l'outil qui est ici, là, je ne sais pas quand j'aurai le temps de le finaliser tout à fait. Par contre, ce que je fais déjà quand il y a des collectifs qui sont en questionnement ou qui sont un peu avancés, ou voilà, ils voudraient avoir un peu plus. Je l'ai déjà fait à peu près 7 ou 8 fois. On prend un rendez-vous en visio avec l'ensemble du collectif et puis moi, je leur fais une démonstration suivant les critères que eux me donnent. En fait, ils me disent, voilà, on aimerait bien mettre à peu près 150 kilos pour avoir une première idée. En fait, et puis en plus, ça a l'avantage qu'on se rend compte, ça permet des discussions aussi. Du coup, ils posent des questions sur notre projet qui lui avance déjà. Et voilà, ça permet un échange et de garder un contact. En fait, j'avais été contacté par Énergie Partagée, via Énergie Partagée, par plusieurs collectifs en émergence. J'ai fait ça aussi pour un groupement qui s'était réuni au sein de Cyrénea. Donc, je l'ai fait une fois ou deux d'ailleurs avec Caroline. Donc voilà, ça, je peux être à disposition parce que moi, aujourd'hui, je suis effectivement salarié de Sirène. Aujourd'hui, en tout cas à 60%. Donc, il me reste encore du temps à côté. Donc, je fais aussi beaucoup de choses à côté en tant que bénévole, entre autres pour l'association. Et puis, voilà, ça peut faire partie de mon temps du bénévolat. Moi, j'ai décidé de consacrer un peu partie de ma vie à ça et à la diffusion de ces informations et de ces façons de faire là. Donc, je suis à la disposition aussi pour ça. Pardon. Merci pour ces réponses. Vincent, je ne sais pas si tu voulais rajouter. Bon, on a brossé le tour, c'est très bien. Alors, je rappelais par le chat qu'on s'était fixé de finir à 18h30 parce qu'il faut savoir s'arrêter. Donc, quelques petites questions sur les coordonnées, oui, puisqu'on vous a invité tout en haut du chat à vous inscrire pour ceux qui n'étaient pas inscrits, de façon à avoir les documents de la présentation, donc les coordonnées des différents intervenants. J'avais deux dernières questions d'ordre assez général que j'avais gardées pour la fin. Est-ce que les boucles d'autoconsommation sont réservées au solaire ou est-ce que c'est possible avec de l'éolien ou toute autre production d'ENR?
en tout cas électrique dans un premier temps et voire pour le reste. Et puis une deuxième question, dans le modèle, j'ai pas réussi à voir, tu l'as mentionné pour la subvention. La question est, si le projet n'avait pas été subventionné, quel pourrait être le tarif proposé? Donc dans la simulation, tu le montres bien. Aujourd'hui, il y a bien une ligne qui permet d'intégrer subvention ou pas. Et donc là, dans les chiffres que tu as indiqués, est-ce que les subventions FEDER que tu as évoquées et autres sont comptées dedans? Ou est-ce que tu ne le comptes pas volontairement pour avoir une estimation plus, on va dire, plus réaliste, en tout cas au pire de la situation? Dans la simulation que j'ai faite devant vous là maintenant, je n'ai pas intégré du tout de subvention. Donc C'est ce c'est qui un me semblait. modèle qui tourne sans subvention. Et par contre, on peut faire des essais, et je me suis amusé à le faire avec les conditions économiques plus réelles du modèle éclair, avec les subventions, avec les coûts des centrales et tout ça. Et ça marche assez bien au coût du kilowattheure qu'on peut sortir. Alors sachant qu'en fait, il y a quand même un gros différentiel entre les coûts d'investissement et les charges fixes, parce que les charges fixes, elles vont se répercuter pendant les 30 années. Et donc finalement, la proportion des charges fixes par rapport au coût d'investissement fait on peut faire des économies un peu plus substantielles, en tout cas sur le tarif de sortie, beaucoup aussi dans les charges de fonctionnement. Mais bon, enfin ça, on peut le voir dans l'outil. Mais ici, dans la simulation que j'ai faite, il n'y avait aucune subvention. Ok. Et sinon, pour ce qui est des énergies qui sont reprises, je vais juste vous montrer un petit document qui est un document d'Enedis, qui est le document qu'on a à remplir quand ils font les essais des compteurs des personnes pour voir s'ils sont compatibles avec une boucle d'autoconso. Il y a un onglet qui reprend toutes les énergies qui peuvent rentrer dans l'autoconso et qu'on doit déterminer, sur lesquelles on travaille d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est très vaste. Exact, ça ouvre encore plus le champ des possibles. Oui. Et pour la Ça, CC, donc, il me semble qu'il y a une limitation, enfin, d'une part à 3 MW, mais aussi être sur le réseau basse tension et peut-être HTA aussi. Hein. Voilà. alors, avec des possibilités de dérogation. Parce que ça, c'est vraiment le fichier, comme vous voyez le terme ici au-dessus, ACC 201. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est la 201e boucle, et la 200 et la 201e boucle. Donc, ils sont numérotés comme ça. Et c'est là qu'on met tous nos consommateurs, qu'on met tous les endroits de production avec tous les PRM. Le type de répartition, bon là, c'est la clé qu'on utilise. Et ça, c'est le type d'énergie qu'on doit déterminer. Ça, c'est un des fichiers qu'on doit renvoyer à Enedis, entre autres. Donc c'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est 201 Odyssée d'éclair et de sirène, mais c'est pas mal. Ouais, exactement. Eh ben merci beaucoup, c'était chouette d'avoir cet éclairage plus en profondeur de cette belle aventure. On avait eu certains ont eu la chance déjà de vous voir, on en avait parlé vendredi dernier à Lorient, mais c'est vraiment chouette de rentrer autant dans le concret. Merci beaucoup, on arrive pile poil à 18h30. Je me dis que c'est bien de savoir rester pro et sobre et de terminer à l'heure, ça donnera envie pour les prochains. Merci d'avoir accepté l'enregistrement. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, vous avez un coucou de Jean-Luc de Oncimet qui est désolé de ne pas être là, il avait vraiment envie, mais donc il aura le droit au replay. Merci à vous, et puis Thomas a envoyé pas mal de petits messages. On vous tiendra au courant des différentes rencontres qu'on va reprogrammer, mais également toutes celles du réseau d'énergie partagée, de récits également, de façon à compléter toutes ces belles aventures. Eh ben, merci beaucoup à vous deux, merci à tous, et puis bonne soirée. À bientôt. Salut à tous, au revoir. À bientôt. Merci, À bonsoir. bientôt.